Alors avant de commencer, j'aimerais lire une décision qui va être rendue par la Chambre. Il s'agit de la décision orale rendue au sujet du témoin suivant, le témoin 584. La défense de M. Gbagbo a demandé le 15 octobre 2017 à ce que ce témoin ne puisse pas être considéré comme expert. Il s'agit du dépôt d'écriture 1048. La défense de M. Gbagbo rappelle que le 3 décembre 2015, elle avait indiqué qu'elle allait contester les qualifications du témoin 584 en tant qu'expert, notamment du fait de sa situation en tant que fonctionnaire et membre du bureau du procureur. La défense de M. Gbagbo précise également qu'il est approprié que le témoin 584 comparaisse en tant que témoin pour pouvoir expliquer les différents documents qu'il a préparés pour le bureau du procureur ainsi que la méthodologie adoptée. Le procureur a indiqué par voie de courriel le 9 octobre 2017 à 17h08 à la Chambre et aux parties qu'il était tout à fait disposé à répondre oralement à cette requête en présentant des arguments qui seront semblables à ceux qui ont déjà été présentés au sujet d'une requête déposée plus tôt. Compte tenu du fait que cette question a déjà fait l'objet de débats répétés dans ce procès, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les arguments oraux du procureur à ce sujet. La Chambre indique, tel que cela d'ailleurs a été mis en exergue par la défense de M. Gbagbo, que le statut de la Cour n'énonce pas de façon précise quelle est la procédure qui doit être retenue pour évaluer les qualifications et l'indépendance d'un expert ou la valeur de la déposition d'un expert. En conséquence, et je fais référence au pouvoir discrétionnaire d'une chambre afin de déterminer dans quel cadre un témoin expert peut être entendu et pour déterminer quels sont les critères qui vont régir l'évaluation de leur déposition. Pour ces raisons, la Chambre considère qu'il est tout à fait judicieux de réitérer sa pratique précédente et je fais référence à la décision orale du 30 mai 2017, compte rendu d'audience 163, page 41, ligne 2 à 4 en anglais, et la décision orale rendue le 29 juin, compte rendu d'audience anglais du 29 juin 2017, numéro 168, expurgé, page 62, ligne 3 à 9, pour le compte rendu d'audience anglais, dans lesquels il est indiqué que les témoins présentés comme experts par la partie qui les convoque sont entendus sans pour autant, sans préjudice, soit pour les parties qui ont la possibilité de poser des questions au sujet du domaine d'expertise du témoin, ou sans préjudice de l'évaluation de la Chambre relative au bien fondé de leur rapport et de leur déposition. Comme cela a d'ores et déjà été indiqué, et je vous renvoie à la décision orale du 4 septembre 2017, compte rendu d'audience 185 expurgé, page 6, ligne 11 à page 7, ligne 3 du compte rendu d'audience en anglais. Les parties sont tout à fait habilitées, autorisées à contester les conclusions présentées par un témoin expert, soit en posant leurs propres questions à ce témoin, ou alors en convoquant leur propre expert lors d'une phase ultérieure. En conséquence, il n'est pas fait droit à cette requête. Ceci met un terme à la décision rendue oralement. Je souhaiterais maintenant demander à Madame l'huissière de bien vouloir faire entrer le témoin suivant dans le prétoire. L'accusation nous a demandé 2 heures. Et si nous essayons de terminer ces questions aujourd'hui, je pense que nous
pourrions envisager une prorogation de l'audience aujourd'hui. Donc cela, bien entendu, est tributaire des parties. Je pense qu'il serait judicieux de terminer aujourd'hui pour ce qui est des questions qui seront posées à ce témoin. Bonjour, Monsieur Baccar. Bonjour, Monsieur le Président. Le Président, voilà l'étendue de mes connaissances en anglais, donc je vais maintenant m'exprimer en anglais. Donc, avant de donner la parole au bureau du procureur qui va commencer à vous poser ces questions, est-ce que vous pourriez décliner votre identité? J'entends par cela, est-ce que vous pourriez nous donner votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance? Merci. Certainement, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le juge. Bonjour, Monsieur le juge. Et je salue les participants au procès. Je me nomme Éric Baccar. Je suis né le 13 septembre 1952 à Chambéry, en France. You're a French citizen. Le Président, vous êtes un ressortissant français? And Et comme nous le savons, vous êtes fonctionnaire au bureau du procureur, vous travaillez pour le bureau du procureur? C'est exact, Monsieur le Président. Since when and Depuis quand et en quelle qualité? J'ai été recruté par la Cour pénale internationale au bénéfice du bureau du procureur à la fin du mois d'octobre, je crois le 26 octobre 2004, en qualité de coordinateur des activités médico-légales. so, Donc, vous êtes le chef de l'unité médico-légale du bureau du procureur. Est-ce bien exact? C'est exact. L'intitulé exact est la section des sciences légales, qui est une section qui a été créée à la fin de l'année 2015 en remplacement de l'unité d'intervention scientifique, en anglais Scientific Response Unit. À la fin de l'année 2015, en décembre 2015, la procureure a décidé de transformer cette unité en une section qui comprend 3 unités elles-mêmes. Forensic Unit, ou unité s'occupant de criminalistique, c'est-à-dire des exhumations, des autopsies, des examens de victimes et des analyses d'exhibits ou d'artefacts. Une deuxième unité est l'unité de cyberenquête qui s'occupe de l'expertise scientifique sur la preuve digitale collectée à partir de ordinateurs par exemple, mais également de données se trouvant sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et la troisième unité constituant cette section des sciences légales est l'unité d'imagerie qui a pour charge de faire des cartes, d'interpréter ou d'identifier des images satellites pertinentes, mais également d'améliorer des photos, des vidéos et d'autres activités, préparer des présentations pour la Cour. and just to understand, Et pour bien comprendre, est-ce que c'est vous qui dirigez cette section? and yourself, you Et vous,
vous-même, vous êtes médecin légiste, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. Okay, so now Très bien. Je pense que tout est clair maintenant. Et les parties vous poseront leurs questions. J'en arrive maintenant à la question linguistique. Vous savez comment cela fonctionne. J'aimerais vous demander de parler lentement comme vous le faites maintenant. Essayez de ne pas parler en même temps qu'un autre orateur, d'autant plus que les questions vont vous être posées en français et que vous n'aurez pas besoin d'interprétation. Donc, si tel n'est pas le cas, si vous parlez en même temps que votre interlocuteur, je vous ferai un signe pour que vous ralentissiez votre rythme. Non pas pour que vous arrêtiez, mais pour que vous ralentissiez. a witness to this. Donc, vous êtes témoin dans cette affaire. Même si vous êtes fonctionnaire du bureau du procureur, vous avez été convoqué en tant que témoin. Et en tant que témoin, vous devez dire la vérité, quelle que soit cette vérité, mais vous devez dire la vérité. Et à cette fin, j'aimerais vous demander de bien vouloir prononcer la formule de l'engagement solennel que vous avez devant vous. Solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. So thank you very much. Merci beaucoup. Vous savez que ne pas dire la vérité représente un délit devant cette cour, un délit qui est punissable en tant que délit. Si lorsque des questions vous seront posées, vous avez un problème, adressez-vous à moi et nous essaierons de trouver une solution à ce problème. Si vous êtes prêt, monsieur, je vais donner la parole au bureau du procureur qui va donc vous poser ces questions. Thank you very much, Mr. Le président, monsieur Dimergent, vous avez la parole. Monsieur Dimergent, bonjour monsieur le président, bonjour madame, monsieur les juges. Alors, étant donné qu'il y a eu cette contestation de la part des parties, je vais passer quelques minutes à préciser le parcours professionnel du témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Alors j'aimerais débuter mes questions avec votre parcours académique et professionnel de façon brève, mais passons-y. Vous avez indiqué au président de la Chambre que vous êtes un expert en médecine légale. Vous nous avez remis votre curriculum vitae que j'aimerais afficher à l'écran à ce stade-ci. Alors, pour le greffe, c'est le CIVOTP 0102 0007 à l'onglet 13. Je vous remercie. Alors, Dr Bakar, est-ce bien la version mise à jour de votre curriculum vitae que nous avons sous les yeux? Je pense que oui. Je souhaiterais faire défiler le document de façon à vérifier. D'accord. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu vers le bas? Ainsi que la page suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, c'est exact. Je vous remercie. Si nous retournons à la première page, vous indiquez que en 1987, vous avez été nommé expert près de la Cour de Grenoble. Tout d'abord, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes toujours sur la liste des experts?
Oui, c'est exact. Pouvez-vous nous dire brièvement quels sont les critères requis pour être admis comme expert à la Cour d'appel? Les critères tiennent en deux groupes. Le premier groupe est celui de la compétence professionnelle au travers des titres académiques, des diplômes qualifiants qui sont confirmés par le Conseil de l'Ordre des médecins. Je parle de diplômes universitaires. Le Conseil de l'Ordre des médecins doit évaluer si ces diplômes donnent droit à la qualification de spécialiste, notamment en médecine légale. Et le deuxième critère, c'est le parcours professionnel, l'expérience professionnelle dans la discipline considérée. Très bien. Nous voyons aussi qu'en décembre 1999, vous avez été nommé expert agréé par la Cour de cassation. Donc, je ne vous poserai pas de questions là-dessus, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer un petit peu votre expérience professionnelle en France avant que vous arriviez au milieu international, par exemple au TPY? Donc, votre expérience en France, en quoi est-ce qu'elle a consisté? J'ai tout d'abord exercé comme médecin généraliste au début de ma carrière professionnelle, après avoir obtenu le doctorat d'État en médecine, et tout en continuant des études de spécialisation, d'abord en médecine légale, puis en différents diplômes post-doctorat, des diplômes d'université, de façon à parfaire ma connaissance dans les différentes rubriques constitutives de la médecine légale. Je pense à la criminalistique, à la criminologie, à la toxicologie, à la balistique lésionnelle et d'autres diplômes qui sont énumérés dans mon curriculum vitae. Après avoir travaillé comme médecin généraliste et après avoir obtenu ces diplômes, j'ai orienté mon activité vers la pratique exclusive de la médecine légale au sein de l'hôpital universitaire de Grenoble. La particularité de la médecine légale en France, à la différence du monde anglo-saxon, c'est que la médecine légale concerne non seulement les personnes décédées, mais également les personnes vivantes. Et donc mon activité consistait non seulement à réaliser des autopsies, éventuellement à me déplacer sur les lieux de découverte de cadavres dans le cadre criminel ou de morts inexpliquées, mais également d'évaluer les séquelles présentées par des victimes, qu'il s'agisse de victimes d'agressions, de victimes d'accidents du trafic, de victimes d'accidents médicaux, et d'établir, avant les séquelles, d'établir la relation de causalité entre le fait traumatique, le fait causal, et le tableau clinique présenté par les blessés. C'est donc cette activité-là qui m'a conduit à l'inscription sur le tableau des experts de la Cour d'appel de Grenoble. Puis, après un certain temps d'activité, sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation. Je ne sais pas si je dois... D'accord. Très bien. Pouvez-vous nous dire peut-être globalement combien d'autopsies est-ce que vous avez performé au courant de votre carrière, approximativement, si vous avez un ordre d'idée? C'est un décompte macabre que je ne
que je n'ai pas fait jusqu'à présent avec exactitude. J'avais fait ce calcul lorsque j'avais témoigné la première fois dans le contexte international. J'ai essayé, en prévision d'une question éventuelle, de le faire. Je dirais que le chiffre doit avoisiner 5000 autopsies. Et finalement, pouvez-vous nous citer peut-être les incidents les plus notoires dans lesquels votre expertise fut sollicitée en France? En France, Monsieur le témoin, je pense à une autre question. Donc, votre expertise a été sollicitée aussi au plan international selon le curriculum vitae que vous nous avez soumis. Pouvez-vous simplement préciser, donc, dans ces affaires-là, quel aspect de votre expertise a été sollicité? mon activité au plan international a débuté en 1999. J'étais intervenu comme médecin légiste dans la catastrophe du tunnel du Mont Blanc en France, où nous avions réalisé 100% d'identification de victimes dont les corps avaient été très dégradés par l'incendie. Et à la suite de ça, j'avais été contacté par le médecin légiste chef du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui voulait discuter avec moi d'un cas qu'il avait eu à connaître en Bosnie. À la suite de ça, j'ai participé aux campagnes d'exhumation tout d'abord en Bosnie en début d'année 99 dans la morgue de Visoko, puis en Croatie à la morgue de Zagreb. Et j'ai postulé en fin d'année pour le poste de médecin légiste chef du TPY pour le Kosovo. Et ma candidature a été retenue. Et j'ai donc travaillé à partir de l'année 2000 pour le TPY comme médecin légiste chef de la morgue de Oraovac au Kosovo. Ensuite, lorsque le TPY a arrêté de s'impliquer directement dans les exhumations et les autopsies, c'est-à-dire à la fin de l'année 2000, on m'a demandé de superviser ou de monitorer les autopsies qui étaient réalisées dans des instituts médico-légaux nationaux des pays des Balkans, et notamment en Croatie et en République de Macédoine. Très bien, Dr Bakar, je vous remercie. Vous avez déjà expliqué à la Chambre les activités principales de votre section ici à la Cour, la section des sciences légales. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment votre section traite les missions qui lui sont soumises par les diverses équipes au sein du bureau du procureur? Les demandes que la section des sciences légales reçoit sont de divers ordres. Il y a tout d'abord des demandes qui sont très limitées, qui consistent notamment à la réalisation d'analyses criminalistiques, par exemple de téléphones portables collectés par des enquêteurs ou d'ordinateurs, ou de documents qui entrent en leur possession. Il y a également aussi des missions plus complexes qui demandent un déploiement de scientifiques sur le terrain. En général, la demande est suivie d'un entretien avec la personne qui établit la requête,
où des renseignements nous sont donnés. Nous avons ensuite un travail de préparation à partir de documents, d'imagerie satellite que nous pouvons obtenir soit en source ouverte, soit qui sont achetés auprès de compagnies ou demandés auprès de partenaires comme par exemple UNOSAT. Après ce travail de préparation, il y a une mission d'évaluation qui est conduite sur place, où s'il s'agit par exemple d'un examen de scène de crime, une visite du site est faite. S'il s'agit d'exhumation, de même, il y a une visite sur les lieux. Et la préparation qui est faite par la suite s'attache à la préparation sur le plan non seulement scientifique, mais également la préparation logistique. On nous demande par exemple de faire des examens de scènes de crime sur des sites qui sont très éloignés de toute ressource, ce qui nous oblige à nous déplacer avec un matériel qui nous permet de faire face à toute éventualité, parce que nous ne pouvons pas nous permettre, une fois au milieu d'un désert, de stopper la mission parce que nous n'avons pas prévu que nous aurions besoin de tel ou tel instrument. Et donc c'est à l'issue de cette préparation que la mission réellement dite peut commencer. Très bien. Et dans le cadre de vos missions, est-ce que votre section est parfois menée à entrer en communication avec des agences scientifiques externes? C'est exact. Je dirais même que c'est relativement fréquent. Il nous est en effet difficile de couvrir avec les experts qui sont au sein de la section ou l'équipement de laboratoire que nous avons acquis, de couvrir toutes les disciplines des sciences légales et de la criminalistique. Et très souvent, nous sommes obligés d'externaliser des expertises que nous ne pouvons conduire, soit parce que l'expertise n'existe pas ou l'expérience n'existe pas en interne, soit parce que l'analyse elle-même impliquerait le recours à un appareillage extrêmement coûteux que le bureau du procureur n'a pas les moyens de s'offrir. Un autre, si je peux ajouter aussi quelque chose, certaines de ces missions impliquent l'utilisation ou le recrutement de spécialistes, d'experts, médecins légistes ou techniciens de scènes de crime ou anthropologues légistes, compte tenu de la dimension des sites qu'on nous demande de traiter. Très bien. Et pouvez-vous nous dire, dans le cadre de cette affaire, donc l'affaire concernant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, quelles sont ces agences scientifiques externes avec lesquelles vous avez eu des communications ou avec lesquelles vous avez travaillé, sans rentrer dans les détails à ce stade, simplement une énumération, s'il vous plaît. Alors, de mémoire, bien entendu, le Netherlands Forensic Institute, qui a l'avantage d'offrir des standards scientifiques extrêmement élevés et renommés et d'être dans la même ville que le siège de la Cour. Si mes souvenirs sont exacts, il y a eu également l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Je crois que UNOSAT, l'agence
des Nations Unies qui s'occupe d'imagerie satellite a également été sollicité. Je crois que nous avons, il me semble, approché American Association for Advancements of Science, de façon à voir s'il existait d'autres imageries satellites que celles que nous avions à notre disposition. Il me semble, alors peut-être plus sur le domaine du conseil, avoir été aussi en contact avec l'ENSI, qui est European Network of Forensic Science Institute, de façon à voir quels étaient les experts disponibles pour un déploiement sur le terrain. À côté de ça, nous avons aussi des listes d'experts qui ont déjà travaillé pour des juridictions internationales, dont le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le tribunal spécial pour le Liban. Très bien. Alors, j'aimerais passer au rapport que vous avez préparé pour cette affaire. Mais juste avant de regarder le premier rapport, j'aimerais que vous nous donniez une petite, clarifier un aspect de l'expertise médico-légale. Alors, nous avons entendu des experts précédemment qui ont fourni des conclusions sur la base d'autopsie, donc sur l'observation directe du corps d'une victime. Pouvez-vous nous dire quelle est la valeur de l'expertise basée sur l'évaluation de pièces documentaires? La valeur de ce type d'expertise est bien entendu, en me limitant au cas des autopsies, évaluer des blessures d'après des photographies est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que les photographies peuvent être truquées, parce que la qualité photographique peut être médiocre et donc la définition sera très imparfaite, parce que les photographies peuvent être prises par des non-scientifiques, ce qui fait que nous aurons certaines incidences, mais d'autres incidences manqueront, parce que souvent les victimes sont habillées et que les vêtements peuvent cacher des blessures. Enfin, parce qu'il manque l'examen visuel direct, la palpation, ce qui fait que la valeur probante, qui est laissée bien entendu à l'appréciation du magistrat, mais j'utiliserai la valeur significative, est limitée. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire ressortir dans mon rapport, où j'ai plutôt évalué l'absence de discordance et d'incompatibilité entre, d'une part, le document vidéographique qui m'était soumis et les comptes rendus d'examen externe qui avaient été faits par des médecins légistes. Dans ce cas-là bien particulier, il y avait un facteur correctif d'importance qui était le fait que le corps avait été examiné par des médecins légistes. Dans le passé, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire, soit pour la justice française, dans des cas par exemple où un élément d'enquête intervenait a posteriori, mais où le cadavre par exemple avait été incinéré, de donner un avis au magistrat en faisant bien entendu ressortir les limites de cet examen. Ça a été également utilisé sur le plan international. Je me souviens dans le procès Milosevic, il m'avait été demandé de conduire ce type d'analyse dans un des incidents qui était l'incident d'Izbica, où les victimes avaient été filmées par un médecin kosovar et plusieurs jours après, il y avait eu une exhumation faite par
alors je ne sais plus si c'était l'armée serbe ou les paramilitaires serbes, les cadavres avaient été transportés et n'étaient plus disponibles. Et donc le seul élément était lié à cette bande vidéo qui avait été complétée par un examen de scène de crime conduite par une des équipes que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie avait déployé en 1999. Très bien. Alors, vous faites référence à votre rapport. Donc, si on peut la visionner, c'est la pièce 0084 4416. C'est à l'onglet 2 de notre liste. Et donc, pendant que le document apparaît, Dr Baccar, est-ce que vous diriez que cette méthode d'analyse sur pièce est exceptionnelle ou bien se fait-elle régulièrement? Cette méthode est rare. Il m'est arrivé une dizaine ou une quinzaine de fois de l'appliquer en France. J'ai cité l'exemple donc de l'utilisation au niveau du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est également quelque chose que nous avions appliqué pour la première commission d'enquête en Côte d'Ivoire, où j'étais expert scientifique pour cette commission. Disons que au niveau de la médecine légale, elle est rare. Elle est beaucoup plus fréquente au niveau des commissions d'enquête qui se basent sur des documents photographiques souvent pris par la presse ou par des témoins. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez l'image devant vous, Dr Baccar? Oui, tout à fait. Donc, page couverture, donc c'est votre rapport d'expertise sur le décès de Monsieur Diakité Yaya. Si nous pouvons passer à la deuxième page, s'il vous plaît. Si on peut agrandir la partie supérieure. Voilà, je vous remercie. Alors, on voit aussi que vous avez copié ici la lettre de mission qui vous a été confiée, c'est-à-dire d'apprécier la cohérence de différentes pièces relatives au décès de M. Yaya, comme vous venez de mentionner. Donc, on a ici une liste d'items qui étaient à votre disposition. Et j'aimerais apporter votre attention à l'item, au deuxième et au troisième. Donc, le deuxième est un fiche d'examen externe. Et le troisième est un rapport médico-légal d'examen externe. Et le troisième, en fait, est un procès verbal. Non, juste les deux premiers, pardon. Alors, nous verrons tout à l'heure que ces documents ont été préparés par les docteurs Botti et Yapoete. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez rencontré les docteurs Botti et Yapoete dans vos travaux? J'ai rencontré le professeur Yapoete et le docteur Botti, pas dans le cadre de cette expertise. Je les ai rencontrés parce qu'ils font partie de l'Institut médico-légal d'Abidjan, qui est un institut qui, je crois, comprend une demi-douzaine de médecins légistes, et donc qui était en charge de l'examen des victimes des violences et qui avait procédé donc aux exhumations et aux autopsies et aux examens externes de ces victimes. Mais pour cette expertise, non. D'accord. Alors nous voyons aussi qu'au-delà de ces deux documents, vous aviez aussi un dossier funéraire d'Interfu, une vidéo, ainsi que la déclaration d'un témoin. Alors pouvez-vous expliquer à la Chambre comment vous vous y êtes pris pour mener cette mission qui vous avait été confiée? J'ai tout d'abord visionné la vidéo
de façon à essayer, tant que faire se peut, de ne pas être influencé ni par les constatations des médecins légistes, ni par la déposition ou le compte-rendu de l'interrogatoire du témoin. Mon attention avait été attirée sur le fait que seule une partie de la vidéo permettait de voir la victime. Sur la base de ce que j'ai vu, des lésions traumatiques apparaissaient d'emblée évidentes. Le deuxième temps a été de confronter les images montrées par la vidéo avec... J'avais procédé à un examen image par image des parties pertinentes, de confronter donc ces données aux descriptions des blessures qui figuraient dans les 2 documents médicaux établis par le docteur Botti et le professeur Yapoete. Très bien. Alors, Dr Bacard, j'aimerais simplement regarder quelques aspects de votre rapport. Donc, pour clarifier certains aspects, je ne passerai pas à travers chaque ligne ou chaque paragraphe. Donc, j'aimerais que l'on tourne à la page 4, s'il vous plaît, à la partie inférieure. Le point 2.6. Très bien. Alors, sous ce point, Dr Bacard, le 3e sous-paragraphe indique que les membres inférieurs siègent d'une désaxation anatomique. Est-ce que vous pourrez nous dire de quoi s'agit une désaxation anatomique? Il s'agit d'un terme médical qui signifie que l'axe anatomique normal, pour parler avec des termes compréhensibles par tout le monde, la jambe normalement a un axe qui est un axe droit. Et dans le cas de M. Diakité Yaya ou de la vidéo qui était citée en référence, la victime présentait une déviation en baïonnette, une déformation en baïonnette de l'extrémité inférieure des 2 jambes, mais qui était une déviation majeure. Il y avait pratiquement une perte des repères que j'ai trouvé confirmée dans le certificat d'examen externe qui parlait d'un lambeau cutané. La partie distale, c'est-à-dire grosso modo cheville et pied, ne tenait plus au reste de la jambe que par un pont cutané, par un morceau de peau. Très bien. Et au 5e point, le paragraphe qui commence à 0151, à la fin de la 4e ligne, vous faites mention de syphose dorsale. Pouvez-vous nous clarifier ce terme? J'aurais dû effectivement, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un terme médical technique, expliquer dans une note de bas de page. La syphose est le contraire de la lordose. On entend davantage parler de la lordose lombaire, qui est cette courbure à concavité postérieure que nous avons au niveau des reins. La syphose, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une courbure dans le sens sagittal à concavité antérieure. C'est la voussure que nous avons au niveau du dos. Très bien. Et là, on parle du tronc, si j'ai bien compris. Oui. Très bien. J'aimerais que nous passions à la page 5, s'il vous plaît, au bas de la page. La section 3.1, identification.
Le troisième paragraphe de cette section indique que dans le dossier funéraire, il est mention de la taille figurant sur le recto de la carte nationale d'identité, soit 1,81 m. Vous indiquez que cette stature est compatible avec la valeur mesurée lors de l'examen post-mortem, soit 1,78 m. Pouvez-vous nous indiquer ce qui pourrait expliquer cette différence, malgré minime, cette différence de taille sur la carte nationale et lors de l'examen post-mortem? Cette différence de 3 cm est quotidiennement constatée lors des autopsies. Il y a eu des publications qui ont été faites d'ailleurs sur ce sujet et les causes sont parfaitement identifiées. La taille, tout d'abord, physiologiquement, est quelque chose qui varie, bien entendu, au cours de la vie, mais également chez les adultes. On considère qu'on perd approximativement 1 cm chaque décennie, tous les 10 ans. Ensuite, dans la journée, notre taille peut varier. Elle peut varier, c'est lié à l'hydratation ou la déshydratation des disques intervertébraux. On est davantage tassé en fin de journée qu'en début de journée. Elle est aussi fonction de la position dans laquelle on se tient. On connaît les enfants dont on mesure la taille et qui essayent de se grandir en effaçant syphose et lordose de façon à redresser la colonne. Il y a également une cause qui est une cause classique, qui est que dans les documents d'identité, cette taille n'est pas mesurée, elle est déclarée par la personne qui demande cette pièce d'identité et elle est pratiquement systématiquement surestimée. Ceci explique qu'ensuite, il y a les méthodes de mesure de la taille sur la table d'autopsie. La seule méthode qui donne une fiabilité à la mesure, c'est lorsqu'on utilise une toise, ce qui permet d'avoir des repères verticaux et une mesure à peu près convenable. Lorsque on mesure avec un mètre ruban, l'imprécision est encore plus importante. Et lorsque on demande à 2 opérateurs, par exemple, des tests ont été faits, de mesurer la taille d'un cadavre, on obtient aussi des différences. Tout ceci conduit à estimer un domaine d'incertitude dans la détermination de la taille. Je vous remercie. J'aimerais que nous tournons à la page 6, au point 3.2, bilan lésionnel. Et j'aimerais simplement dans ce paragraphe que vous nous expliquiez, donc dans le premier sous-paragraphe, le terme coup de pied, COU, coup de pied. Le terme coup de pied est un terme qu'on peut assimiler à cheville. C'est un terme qui est vieillot et qui était utilisé auparavant. C'était le coup, étymologiquement, le coup du pied. Une autre habitude anatomique est d'identifier le coup de pied comme étant situé sous la cheville, à la face antérieure du pied, c'est-à-dire immédiatement sous la cheville. Je ne saurais pas dans quel sens mes confrères ivoiriens ont utilisé ce terme. Personnellement, en regardant la vidéo, il me semble que ça se situe un peu au-dessus. Je parlerai plus du tiers distal de la jambe ou à la rigueur de la cheville que réellement des coups de pied. D'accord.
J'aimerais passer à vos remarques à la page 8, donc le bas de la page, point 3.3. Ici, vous indiquez que votre première remarque porte sur le fait que la victime a manifestement fait l'objet de soins médicaux après les faits. Et vous notez dans le deuxième point, par exemple, un drain thoracique. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre dans quel milieu est-ce que tels soins peuvent être administrés? Je pense qu'ici, il faut faire la distinction en fonction des pays et des possibilités en matière de médecine d'urgence des pays. Dans les pays qui disposent d'un service comme un SAMU ou d'ambulance médicalisée, la pose d'un drain thoracique est possible n'importe où. Il y a un médecin qui est à bord, il y a du matériel qui est du matériel stérile, et il y a des cas qui sont dramatiques où la vie de la personne est menacée par l'existence d'un épanchement sanguin à l'intérieur du thorax, ce qui définit un hémothorax. Donc la pose d'un drain thoracique visant à enlever la pression qui s'exerce sur le reste des organes intrathoraciques peut se faire sur le site ou dans l'ambulance. Dans d'autres pays, et la Côte d'Ivoire est dans ce cas, ce type de soins ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Très bien. Alors j'aimerais passer à la page suivante, qui est la dernière page de votre rapport. Donc au milieu de la page, vous traitez un petit peu de la topographie des blessures. Et ensuite, en bas de la page, vous avez aussi vos conclusions. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelle comparaison vous avez été en mesure d'observer en ce qui a trait aux blessures visibles sur la vidéo et celles notées par les docteurs Botti et Yapoete? Les blessures qui sont constatées sur les deux documents, je parle de la vidéo et les documents médicaux, sont essentiellement les blessures visibles au niveau des membres inférieurs. Au niveau de l'extrémité de ces membres inférieurs, elles sont évidentes, elles sont majeures, et dans ce sens-là, elles sont visibles. Ensuite, une blessure est devinée, je serai très prudent, au niveau du coude, parce que la caméra ne reste pas assez longtemps, parce que l'angle d'incidence n'est pas celui qui permettrait de voir totalement cette blessure. Pour le reste, toutes les blessures, soit au niveau de la fesse, soit au niveau du thorax, toutes ces blessures sont dissimulées par les vêtements ou la position de la victime. D'accord. Et en ce qui a trait à l'identité de la victime, vous aviez donc comme source la déclaration d'un individu, d'un témoin qui connaissait cette personne. C'est exact? C'est exact. Et il y avait aussi des vêtements qui correspondaient approximativement. Bien entendu, seule la couleur permettait d'être orienté. La taille était aussi compatible. Encore une fois, le but était surtout de détecter des discordances et des éléments qui auraient permis d'exclure qu'il s'agissait de cette victime. Très bien. Et nous voyons vos conclusions donc en bas de cette page. Et vous indiquez que l'examen des diverses pièces
il n'existe aucun argument médico-légal susceptible de mettre en doute l'identité de la victime, M. Diakité Yaya, ni les conclusions médico-légales quant aux causes et circonstances de sa mort. Donc, à ce stade-ci, je n'aurai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Ce que je demanderais, c'est que le rapport ainsi que les documents auxquels l'expert fait référence soient aussi soumises, sauf exception de la déclaration, puisque le témoin viendra plus tard selon la règle 68.3. Donc je vais simplement lire les IRN des autres documents que j'aimerais soumettre. La vidéo avec le ERN 00461283, la fiche d'examen externe 00830072, le rapport médico-légal externe 0083 1350 et le rapport interfu 0084 2869. Donc j'aimerais ensuite passer. Je vois mon confrère est debout. Yes, please. Le président, oui, allez-y. Ces documents, dans la mesure où ils ont été utilisés par le témoin pour rédiger son rapport, la moindre des choses, ce serait de lui montrer pour vérifier que c'est bien les bons, ou alors de procéder par le dépôt d'une requête sur les paragraphes 43 et 44, mais là, je ne comprends pas la nature de la requête à ce stade. Merci. Your Honor, the doc- Monsieur Demijan, les documents sont mentionnés avec leur ERN dans le rapport. L'expert nous a dit qu'il les avait vus. Nous n'allons pas perdre du temps et les montrer les uns après les autres. Le président, effectivement, pas de perte de temps. J'aimerais. D'accord, nous les versons. Logique. Il nous en reste 3. Alors le premier que j'aimerais regarder, en fait, c'est un mémorandum interne avec le ERN 0042 0439. C'est le numéro 8 dans notre liste, sur notre liste. Pardon. Très bien. Si on peut aller au haut de la page. Docteur Baccar, vous voyez qu'il s'agit d'un rapport du 5 mars 2013. Est-ce bien votre nom et votre signature? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, le sujet est une visite du cimetière municipal d'Abobo les 29 novembre et 3 décembre 2012. Et dans la première partie de votre mémorandum, donc dans les premiers paragraphes, vous traitez d'une visite pour chercher la tombe de Bamba Nachami avec le président de l'association des femmes martyrs d'Abobo. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous dire comment vous êtes rentré en contact avec cette personne? J'étais accompagné d'une enquêtrice et tout a été organisé par l'enquêtrice. Très bien. Et donc, quel était le but recherché de cette visite? Comme je l'ai dit précédemment, la décision de déployer une mission sur le terrain est précédée d'une phase d'évaluation. Nous étions dans ce contexte où il s'agissait premièrement, de confirmer la localisation de la tombe où se trouvait
enterrer cette jeune fille. Et deuxièmement, d'évaluer les difficultés techniques d'accès ou de taille ou de profondeur qui nous auraient demandé une préparation particulière. D'accord. Et donc, vous notez sous le point 1.2, deuxième tiret, qu'il apparaissait que M. Bamba avait des difficultés à localiser la tombe de sa fille. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu comment étaient organisées les tombes à ce cimetière durant votre visite? Oui, certainement. C'est un cimetière qui est de très large étendue, qui ne correspond absolument pas au cimetière que nous connaissons en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs. Il y a quelques allées qui ne sont pas goudronnées. Et dès qu'on s'éloigne de ces voies d'accès principales, ce sont des sentiers qui conduisent à des emplacements qui sont noyés dans la végétation. Certaines tombes sont identifiées avec des pancartes funéraires, en général portant le nom, la date du décès et la date d'inhumation. Mais la majorité, non. L'autre difficulté est que s'il existe un registre, ce registre ne mentionne pas de localisation. Ce qui fait qu'il ne pouvait être d'aucune aide. Enfin, lors de la discussion que nous avions eue avant de nous déplacer sur site, M. Bamba nous avait indiqué ne pas avoir été témoin de l'enterrement de sa fille, et en outre d'avoir constaté, lorsqu'il était venu plusieurs mois après, que la plaque funéraire qui aurait marqué l'emplacement de cette tombe avait disparu. Ce qui fait qu'il nous avait conduits à différents endroits qui sont énumérés dans mon rapport, mais ces endroits n'étaient pas compatible avec la date, puisque les plaques funéraires étaient de date soit très antérieure, soit très postérieure. Donc il avait changé. Il nous avait dit ensuite, il avait indiqué un autre endroit. En ce qui me concerne, il n'y avait pas de... Comment dire, avec ce niveau d'information, de renseignement, il était exclu de lancer des exhumations. On n'allait pas exhumer plusieurs tombes sans avoir au moins une orientation précise sur l'endroit où se trouvait cette sépulture. Très bien, donc ce jour-là, il n'y a pas eu d'exhumation, c'est ce que vous venez de nous dire. Il n'y a pas eu de décision d'exhumation. Les éléments étaient insuffisants pour recommander une exhumation. L'enquête avait besoin de progresser. Très bien. Ensuite, vous avez une seconde visite, si on tourne la page à la page suivante. Donc cette première visite était le 29 novembre, vous retournez le 3 décembre. Et vous expliquez que vous êtes retourné pour évaluer 2 sections de ce cimetière où des victimes non identifiées auraient été inhumées. Alors, pouvez-vous peut-être nous expliquer le but recherché de cette deuxième visite et de l'évaluation de ces 2 sections? Effectivement,
ceci faisait suite au rendez-vous que nous avions eu avec les représentants des 2 compagnies funéraires d'Abidjan, Ivocep et Interfu. Il y avait eu des inhumations qui avaient été réalisées dans un endroit appelé Carré des Indigents. Il y avait 2 carrés des Indigents, un carré des Indigents Ivocep et un carré des Indigents Interfu. Le carré des Indigents Ivocep était susceptible de contenir les corps de victimes tuées lors de la marche des femmes d'Abobo du 3 mars. Il y avait eu en effet une panne des chambres froides, l'hôpital, ce qui avait entraîné une dégradation très rapide et majeure des corps, ce qui avait conduit les autorités à décider d'une inhumation. Tous les corps avaient été mélangés et il y avait notamment un nombre très important de victimes non identifiées parmi ces corps. Et donc le déplacement avait pour but de prendre la mesure, les dimensions du site et de discuter aussi d'une stratégie pour évaluer s'il était possible de retrouver des victimes que nous recherchions. À la lecture des documents qui nous avaient été communiqués, notamment la liste des personnes admises dans cette morgue dont les appareils de réfrigération étaient tombés en panne, j'avais constaté qu'il s'agissait essentiellement de sujets de sexe masculin, pratiquement de façon extrêmement majoritaire. Et l'approche que j'avais suggérée à la cellule spéciale d'enquête et à mes collègues de l'Institut médico-légal, le coût d'un examen ADN sur plusieurs centaines de personnes enterrées aurait été faramineux. Donc il était préférable de procéder à un triage sur la base de critères anthropologiques. Le sexe, en effet, peut être déterminé très rapidement avec un examen visuel externe au niveau de la symphyse pubienne et différents critères du bassin, mais également de l'arrière du crâne. Sur cette base, il devenait logique de faire un triage entre, d'une part, des victimes de sexe masculin qui étaient donc réinhumées et des victimes soit de sexe féminin, soit non identifiées, dont le sexe n'était pas réellement identifié, et de faire des analyses ADN sur cet échantillon. Et c'est ce qui a été conduit par les autorités ivoiriennes et mes confrères de l'Institut médico-légal. Je vous remercie, Dr Bakar. Vous avez répondu à la plupart des questions suivantes que j'avais. Donc, juste une petite note ici au paragraphe 2.3. Vous indiquez que vous avez pris, que des photos ont été prises et sont en annexe à ce mémorandum. Ces photos ont été prises par qui? Je ne suis pas l'auteur de ces photos, je pense. J'étais accompagné, me semble-t-il, d'un enquêteur, comme toutes les missions, et ces photos ont dû être prises par l'enquêteur, sous réserve de confirmation, bien entendu. Très bien. En fait, à la page 1, vous indiquez que vous êtes en compagnie de Madame Niès. Juste un petit instant. On a le nom de l'enquêteur sur la première page, mais je ne nommerai pas la personne. Donc, j'aimerais passer à votre le troisième rapport aujourd'hui, qui est le CIV OTP 0078 0542
numéro 9 sur notre liste. Très bien. Dr Baccar, le document est intitulé « Rapport médico-légal, prélèvement biologique en vue d'analyse génétique, incident du 3 mars 2011 ». J'aimerais qu'on passe à la page suivante, à la page 2. Donc, dans les premiers paragraphes, vous indiquez on vous a confié la mission de collecter des prélèvements biologiques en vue d'analyse génétique. Et donc vous expliquez avoir pris part à ces deux missions, donc en 2014 et 2015. Donc tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer quel était votre rôle spécifique au cours de ces missions? Mon rôle était tout d'abord de vérifier que les opérations d'exhumation et d'autopsie qui étaient conduites correspondaient aux standards que nous avons sur le plan scientifique. Et deuxièmement, d'amener aux opérateurs, aux deux experts, le matériel qui permettait de conditionner et de transporter dans les meilleures conditions de conservation possibles ces prélèvements. D'accord. Donc, dans l'introduction de ce rapport, vous indiquez que les autorités ivoiriennes ont procédé à l'exhumation de centaines de corps qui étaient inhumés dans une fosse commune du cimetière d'Abobo. Tout d'abord, est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de corps exhumés? Il s'est avéré que le nombre de victimes exhumées dans ce carré des indigents dépassait amplement ce qui était annoncé à la lecture et à l'addition des documents que nous avions consultés, les personnes qui étaient dans la morgue dont les appareils de réfrigération étaient tombés en panne. Je crois qu'il y avait plus de 400 qui étaient annoncés, mais et je pense que le professeur Yapoété pourra être interrogé à ce sujet. Moi, j'ai eu la notion qu'il y avait plus de 700 victimes qui avaient été exhumées. Très bien. Au deuxième paragraphe de l'introduction, vous indiquez qu'un triage a eu lieu pour localiser les corps des victimes de sexe féminin. Est-ce que vous avez donc participé à ce triage? Vous avez expliqué tout à l'heure que vous avez suggéré ce processus. Est-ce que vous avez participé au triage? J'ai participé au premier jour de ce triage parce que ces opérations d'exhumation se sont prolongées dans le temps. Je voulais vérifier que les procédures standards étaient respectées et j'ai été tout à fait rassuré sur la qualification professionnelle de l'anthropologue qui était amené à faire ce diagnostic du sexe. Ensuite, il a fallu que je quitte parce que j'étais appelé sur une autre mission en République démocratique du Congo et donc je n'ai pas pu, bien entendu, assister à l'intégralité de ces exhumations. D'accord. Alors, au troisième paragraphe, vous expliquez que des échantillons ont donc été prélevés en mai 2014 et janvier 2015. Et suite à cela, vous discutez de la méthodologie. J'aimerais que vous nous clarifiez un terme. Si on peut descendre au bas de la page complètement, s'il vous plaît.
La dernière phrase débute avec les corps. Donc les corps exhumés étaient en effet très dégradés et les prélèvements ont concerné, si on peut passer à la page suivante, au haut de la page. Voilà. Donc les prélèvements ont concerné notamment le tissu osseux et en général le tiers moyen d'une diaphyse fémorale. Pouvez-vous simplement clarifier le terme diaphyse fémorale, s'il vous plaît? La diaphyse est la partie d'un os long qui est situé entre les deux extrémités, c'est-à-dire en l'occurrence au niveau du fémur, le fût, l'espèce de cylindre qui constitue la cuisse. D'accord. Au paragraphe suivant, vous expliquez les instruments utilisés pour les prélèvements et vous expliquez que les échantillons ont été transportés dans un congélateur portable au laboratoire de génétique du NFI. Donc, qui a transporté ces échantillons au laboratoire du NFI? C'est moi-même. J'ai été le gardien de ces éléments de preuve depuis leur collecte jusqu'à la remise au laboratoire de génétique du NFI. D'accord. Et donc, on parle de 2 missions ici en 2014 et 2015. Donc, quand est-ce que vous remettez ces échantillons au NFI? Je ne me souviens plus de la date exacte. Je crois qu'il s'agissait du 24. Il faudrait que je regarde mes notes. Attendez, on va y arriver. Peut-être que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous poser la question de cette façon. Si on descend au bas de la page, alors vous voyez la date de la première mission ici, du 19 au 23 mai 2014. Alors, pour cette mission, quand est-ce que vous avez remis les échantillons au NFI? Je pense, mais il faudrait vérifier sur le récépissé de remise qu'il devait s'agir du 24 mai 2014. Je parle sous réserve de vérification du document qui doit être annexé. D'accord. Alors, pour cette première mission, nous voyons qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont présentes les 20 et 21 mai en salle d'autopsie de la morgue du CHU de Trècheville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle joué par chaque membre de l'équipe présente? J'indique aussi qu'à la page suivante, il y a aussi une 5e personne, M. Jean-Marc Affian des services funéraires IVOCEP. Donc sur cette page, on voit les 4 premiers. Parmi ces participants, mon rôle était donc celui que j'ai énoncé précédemment, à savoir fournir le support technique en matériel, y compris des pinces pour extraire les dents que mes collègues ivoiriens n'avaient pas, fournir donc les tubes plastiques stériles, les sachets scellés, le congélateur. Le rôle de Monsieur Michael Peut-être ne pas dire le nom, mais voilà. simplement dire la prochaine personne. La prochaine personne était en charge des photographies. Le professeur Yapo était avec moi pour prélever. De même que l'autre médecin légiste, le docteur Jojo. Et quant à M. Affian, dont je pense que le nom peut être cité, il était là uniquement pour organiser le transfert des corps des containers réfrigérés à la salle d'autopsie.
Je vous remercie. Si on descend un petit peu à la section B de cette page, donc on est à la page 4 maintenant. Là, nous parlons d'un prélèvement qui a eu lieu dans les locaux de la cellule spéciale d'enquête le 22 mai. Il y a 2 personnes. La première, je ne la nomme pas, puis ensuite vous avez Capitaine Touré. Est-ce que vous-même étiez présent? Je m'excuse, oui, oui, d'accord. Alors, à nouveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle joué par chacun de ces individus? D'après mes souvenirs, la convocation des familles avait été réalisée en coordination entre la personne dont on ne nommera pas le nom, le capitaine Touré, par l'intermédiaire aussi du président de l'association des femmes martyrs d'Abobo. Lors de cette journée du 22 mai, le capitaine Touré organisait l'installation des sièges, la réception des familles. Puis, je me suis adressé à l'ensemble des familles pour me présenter les personnes qui étaient présentes, expliquer ce qui était prévu, ce que nous nous proposions de faire, à savoir de collecter des cellules de la bouche par écouvillonnage, de façon à pouvoir comparer l'ADN qui était extrait de ces prélèvements avec l'ADN extrait des prélèvements collectés sur les cadavres, de façon à pouvoir identifier les personnes disparues. Et il a fallu bien entendu adapter le discours scientifique à ces parents de victimes. Il a fallu les rassurer, leur dire comment les examens allaient se passer. Et ces personnes ont consenti donc à ce que des écouvillons soient prélevés au niveau de leurs cellules buccales. Donc, au haut de la page, on a vu des prélèvements effectués sur 20 cadavres. Et en bas de la page, nous voyons des prélèvements que vous avez effectués sur des membres de familles de victimes. Si nous pouvons passer à la page suivante. Il y a maintenant une autre mission, cette fois-ci au mois de janvier 2015, au cours de laquelle vous effectuez des prélèvements à l'Institut médico-légal d'Abidjan, ainsi qu'à la morgue du CHU de Treichville. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances de cette mission? Si mes souvenirs sont exacts, mais il faudrait que je me réfère sans doute à un autre rapport, des autopsies devaient être pratiquées par le professeur Yapoete et le docteur John Clark. Au cours de ces autopsies, des prélèvements ADN devaient être réalisés. C'était la raison de ma présence. Et il y avait aussi 2 autres corps. Alors, je pense que c'était des problèmes d'intendance qui avaient fait en sorte qu'il y avait 2 lieux de prélèvement. Très bien. Et même question que pour les 2 premières missions, ou bien les 2 premiers qu'on a vus tout à l'heure, quel était le rôle joué
par les 6 individus listés ici. Bien entendu, pour la deuxième personne, ça irait. Juste un instant. Oui. Dans ce cas, la deuxième personne peut être nommée, puisque vous l'avez nommée tout à l'heure, puis que... Allez-y. Mon rôle, hormis celui de fournir le matériel et certains outils nécessaires à ces prélèvements, était donc d'assurer le conditionnement de ces prélèvements et d'aider le professeur Yapoete pour la réalisation de ces prélèvements. Il faut comprendre que prélever une languette d'os cortical sur un fémur, c'est assez physique. Il faut maintenir le fémur, il faut avoir l'habitude de faire cela. Ce n'est pas un geste qui est habituel à l'Institut médico-légal d'Abidjan parce qu'ils ne font pas de prélèvement ADN dans ce contexte. Et donc plusieurs personnes pouvaient participer à la collection de ces prélèvements. Ma collaboratrice, mademoiselle Zanetta, prenait des photos, prenait des notes. Le professeur Yapoete et le docteur John Clark participaient aux autopsies, faisaient les autopsies. Ils étaient aussi aidés par le docteur Jojo, notamment pour les informations d'ordre anthropologique. Je crois que le docteur Jojo faisait aussi la connexion avec le technicien d'autopsie qui lavait les vêtements, nettoyait les instruments. Merci. Mr. President, I see the time. I have about 20 minutes to have. Monsieur Demi-Jean, il me reste à peu près 20 minutes et donc je le ferai un petit peu après la pause. Le Président, merci beaucoup. Nous allons faire la pause et nous nous retrouverons à 11h30. Merci beaucoup.